tourne vers une autre façade et je me tourne donc vers vous, Philippe Guillard, qui est président de l'OFP Atlantique et directeur des opérations de la logistique du Grand Port Maritime Atlantique La Rochelle. Votre réalité à vous, on entendait vraiment le fait de miser sur le développement, là en l'occurrence du ferroviaire. Quelle est votre réalité ? Vous avez bien fait de faire parce que je ne me tournais pas vers la bonne personne. Notre réalité, donc effectivement, nous parlons maintenant de la façade atlantique. La réalité est plus modeste. Hein. Le port de La Rochelle est un port de taille modeste en France, mais nous avons fait le constat il y a quelques années d'une véritable difficulté à développer le mode ferroviaire, puisque le port de La Rochelle se trouvait sur la moyenne nationale en termes de report modal, c'est-à-dire 8 à 9%, et que c'était totalement incompatible avec un projet de développement. Le mode ferroviaire est évidemment produit un fort effet de levier commercial pour le développement du port, et de fait produit est un véritable atout pour développer un port. Aujourd'hui, après ces quelques années, on constate que le mode ferroviaire a pu porter environ 50% du développement du port. Alors, nous avons 50% fait 50%. Oui. Nous sommes un port de vrac essentiellement, et effectivement, le volume de développement du port sur les 8 dernières années a été porté environ à 50% par le mode ferroviaire. Alors, quel constat nous avons fait au tout départ? Ça reste des choses, comme disait Mme Bacabo-Morel, très pragmatiques, parce que le ferroviaire est suffisamment, on va dire, dysfonctionnant en France pour que effectivement des solutions très pragmatiques soient nécessaires pour remettre quelques trains sur les rails. Alors, premier constat plutôt de base, c'est que le problème que nous rencontrions n'était pas un problème de demande, mais un problème d'offre, de qualité d'offre. Et nous sommes investis à partir de ce constat, sur la création d'un opérateur qui, avec au capital, au départ, donc le port de La Rochelle, puis assez rapidement le port de Nantes, et un tractionnaire ferroviaire d'envergure nationale, puisque c'est le premier opérateur ferroviaire de fret privé en France, qui est Eurocargo Rail, filiale de la Deutsche Bahn. Nous avons effectivement créé cet opérateur qui a pour mission de donner un coup de fouet effectivement au développement du mode ferroviaire en pré-post-acheminement logistique du port. Il n'était pas seul, hein, l'opérateur historique SNCF Fret opérait, et puis Europort. Cette création a créé effectivement un effet vertueux qui a permis à la fois le développement de cette société et aussi le développement par le fait que l'ensemble des acteurs ont supporté la démarche de développement du mode ferroviaire du port, un véritable développement global d'environ 100%, 150%. C'est une première action qui a permis au port de comprendre comment fonctionner, et là c'est probablement le premier gain, même s'il est indirect, c'est le premier gain que ce type d'action a permis d'acquérir au niveau du port, c'est de comprendre comment marchait le mode ferroviaire en France. Comment il marchait et comment il dysfonctionnait. Et à partir de là, on a pu comprendre à quel point les opérateurs ferroviaires, les entreprises ferroviaires pouvaient effectivement être frileuses et avoir des difficultés à s'engager sur l'avenir et à s'engager sur des trafics qui pouvaient être compliqués à réaliser. C'est-à-dire qu'on a compris à quel point il était difficile de circuler, à quel point il était difficile d'avoir une visibilité en termes de tarifs, en termes de mode de fonctionnement, en termes de conventions collectives, et d'avoir une véritable difficulté à se projeter sur l'avenir. Et quand on parle de sur l'avenir pour une entreprise ferroviaire, je ne parle pas de 10 ans en termes de business, mais je parle de 12 mois, 18 mois. Et on a fait le constat, effectivement, qu'elles ont une véritable difficulté à se projeter en termes de business à 12 mois, 18 mois. Est-ce qu'on aura toujours le contrat? Est-ce que le volume que nous opérerons, il sera au même niveau? Il sera doublé, il sera minoré de 50%, avec des trafics braquiers qui sont extrêmement évolutifs, année après année. Et donc là, on a compris qu'il fallait que nous nous positionnons
en tant que port par rapport à SNCF Réseau dans une démarche profondément partenariale pour offrir quelques opportunités aux entreprises ferroviaires pour les aider à améliorer une certaine productivité. Et c'est ce que nous avons réalisé de façon collective depuis 3 ans, entre ports, SNCF Réseau, entreprises ferroviaires et puis clients, en essayant de matcher au mieux à la fois le besoin client qui va se trouver à 800 km et le chargeur sur le port qui va charger la marchandise sur le navire. Et ça peut produire, et ça a commencé à produire donc, des effets avec des gains de productivité qui sont notables, et puis un véritable effet de levier en termes de report modal, puisqu'on va être capable aujourd'hui de faire du report modal et de faire du ferroviaire à 100 km du port. Donc c'est quelque chose de complètement nouveau, alors qu'auparavant on réfléchissait sur une ligne de démarcation entre pertinence économique routière et ferroviaire à 250-300 km. Donc ce sont des actions très pragmatiques qui ont été menées, qui permettent effectivement à ce moment-là de générer dans la spirale virtueuse que j'ai évoquée une confiance aussi des clients qui se sentent attachés par 2 liens sur le ferroviaire. Donc d'une part avec le port et d'autre part avec l'entreprise ferroviaire qui travaille avec le port ou directement OFP Atlantique. Et c'est un des vrais sujets dans le désamour que les clients ont par rapport au mode ferroviaire, c'est le constat que nous avons pu mener, c'est le manque de confiance. Autant les entreprises ferroviaires ont une véritable difficulté à se projeter, autant les clients, de fait, eux aussi ressentent cette difficulté à se projeter et donc la répercutent en manque de confiance. Ça rebondit sur la frilosité dont vous parliez à l'instant. Oui, complètement. Et donc à ce moment-là, si on arrive à retrouver effectivement cette confiance, on retrouve à la fois c'est ce que nous avons constaté à notre modeste échelle, mais on retrouve une capacité à relancer un mode ferroviaire. Alors, j'étais à Hambourg il y a 15 jours au VDV Academy et j'ai pu constater à quel point les ports étrangers étaient effectivement les ports du Nord-Allemagne et du Benelux étaient en capacité de faire du report modal de façon extrêmement massive. Donc on parle de 40%, 45%, 50%. Notre objectif, et il est ambitieux, il est d'atteindre 20%. Donc on est aujourd'hui à 17%, 20% dans 3 ans. Mais ça reste une véritable ambition et on est encore très loin de cette capacité à atteindre les 40 ou 45%. Et je rejoins ce que disait Mme Cabot-Morel, on n'est pas sur un problème de saturation des réseaux, mais sur un problème à la fois de confiance et à la fois d'organisation du mode de circulation sur les réseaux. Et c'est là-dessus que cette expérience d'OFP Atlantique, qui est une entreprise modeste, qui est une PME ferroviaire qui, depuis 2 jours, a soufflé sa 6e bougie, qui a été construite pour effectivement offrir plus de services ferroviaires. Cette entreprise ferroviaire devrait pouvoir atteindre son 1 million de tonnes de trafic à la fin d'année en fournissant des prépostes d'acheminement ferroviaire de façon équitable à la fois vers Nantes et vers La Rochelle. Mais on joue notre survie tous les ans. On joue notre survie tous les ans parce que c'est très compliqué de circuler, la visibilité est mauvaise en termes de business. Et donc, il est important effectivement qu'une structure comme un port puisse offrir de la visibilité aux entreprises ferroviaires en leur permettant, et c'est une démarche qu'on a menée, en leur permettant d'avoir une meilleure visibilité en termes de circulation dès 3 ans avant la circulation effective. Merci beaucoup, Philippe Guillard. Je vous propose maintenant, puisqu'on vient d'entendre quand même tout cet enjeu du ferroviaire, du développement du ferroviaire, que si je résume bien, il n'y a pas de problème de saturation, mais juste un problème de confiance et d'organisation. Je me tourne vers vous en ce qui concerne les voies navigables de France, Guillaume Dury, vous qui en êtes le directeur du développement. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez cette confiance en ce qui vous concerne au niveau du fluvial ? Je crois que la confiance dans le fluvial, elle n'est pas encore parfaite aujourd'hui. On a des problèmes qui sont un peu différents de celui du ferroviaire, mais globalement, je dirais que le fluvial aujourd'hui est un secteur qui est relativement faible. Et c'est important que, dans le cadre du développement de ce que peut apporter ce mode-là au grand port maritime, on en ait tous bien conscience. Il est un peu faible sur ce qui est de l'état de l'infrastructure fluviale aujourd'hui. Sur la Seine, les rapports parlementaires ont bien identifié le fait que
On a des infrastructures qui sont structurantes, la fameuse écluse de Méricourt notamment, qui est aujourd'hui dans un état compliqué, et on a besoin clairement d'un soutien de l'État, des régions, qui sera fort dans les années à venir pour arriver à garantir cette fiabilité de l'infrastructure qui est nécessaire pour acheminer des flux de manière pérenne par la voie fluviale, sachant que là aussi la bataille qu'on livre, c'est celle de la crédibilité de ce mode-là, et donc la fiabilité de l'infrastructure est absolument indispensable. Aujourd'hui, on est dans quelle proportion? Parce que la crédibilité, ça veut dire la confiance, on est d'accord? Aujourd'hui, on est à quelle proportion à peu près ça représente? Aujourd'hui, on du sait marché offrir, vous voulez dire en termes de part de marché? Oui. En termes de part de marché, on a évoqué les parts de marché portuaires. À l'échelle nationale, la part de marché du mode fluvial par rapport à tous les modes de transport, suivant les calculs, on est à 4%, mais ce chiffre-là n'a pas de sens. Le réseau fluvial, il est d'extension spatiale finie en France. Voilà. On espère y rajouter un maillon important rapidement. C'est un projet qui a fait l'objet de déjà beaucoup d'interventions. Je ne reviendrai pas tellement dessus, même si évidemment, pour l'ensemble du secteur fluvial, c'est un game changer, et il peut avoir un impact bien au-delà simplement de ce nouveau maillon sur la compétitivité globale du mode, des entreprises du mode, et donc avoir un impact important. Mais donc globalement, ce qui est important, c'est vraiment par axe de considérer ce qu'on peut faire avec le fluvial et ce qu'on peut envisager comme développement. Sur la Seine, sur le Rhône, sur le Rhin, parce que nous aussi, on s'occupe évidemment aussi du Rhin et de la Moselle qui ne servent pas les grands ports maritimes français. Partout, on a aujourd'hui une capacité offerte par l'infrastructure qui permet des développements qui sont très très significatifs. Et on se rend compte que même sur les hinterlands immédiats du fluvial, que ce soit l'agglomération lyonnaise depuis Fos ou la région parisienne, on a la faculté de développer encore aujourd'hui les flux de manière importante. Et alors basé sur quoi? Puisque la géographie ne bouge pas, comment ça se passe? Simplement en arrivant à capter des flux qui aujourd'hui ne transitent pas par la voie fluviale. Ils ne transitent pas par la voie fluviale pour différentes raisons. La première, c'est qu'on a un sujet dans l'acheminement intérieur, c'est celui des ports intérieurs. C'est bien de dire qu'on va massifier depuis les grands ports maritimes, que les grands ports maritimes fassent un gros effort là-dessus. Mais derrière, il faut qu'il y ait des plateformes qui soient compétitives pour arriver à assurer cette massification au plus proche des chargeurs. Et aujourd'hui, on a des plateformes intérieures fluviales, des ports intérieurs fluviaux qui sont petits. Ils n'ont pas une taille critique qui leur permet d'être équilibrés, d'avoir une robustesse économique importante, de façon à pouvoir faire des investissements conséquents. Ils ne sont pas fortement trimodaux. Alors j'accepte évidemment dans mon approche Port de Paris, qui est une situation très particulière, mais sinon, on a des plateformes qui aujourd'hui sont vraiment très spécialisées et n'ont pas une capacité commerciale importante. Donc le rapprochement qui est envisagé dans le cadre, qui est déjà opérationnel dans le cadre de Medlink, qui est en train de se mettre en œuvre dans le cadre des ports des Hauts-de-France ou qui s'est fait sur Aropa, est évidemment une étape structurante pour arriver à développer la capacité commerciale des ports fluviaux. Mais on a aussi vraiment ce sujet des modalités de gestion des ports fluviaux qui sont certainement franchement vieillissantes, qui sont nourries d'un modèle issu du passé, du port exploité en concession par l'État, concession donnée par l'État à des chambres de commerce et d'industrie, et où l'initiative privée sur ces ports est aujourd'hui pas au niveau où on pourrait la souhaiter. Donc ça, arriver à faire rentrer des faiseurs de trafic. Pas assez adapté aux clients, et puis avec un rôle des logisticiens, des transitaires qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre pour arriver à avoir un développement important de ces structures-là. Puis la dernière dimension de fragilité du mode fluvial aujourd'hui, c'est celle qui est relative aux opérateurs fluviaux eux-mêmes, qui sont quand même globalement aujourd'hui dans une situation un petit peu compliquée en France. Pour ceux qui font du vrac, elle va même être extrêmement compliquée pour l'année en cours du fait des difficultés conjoncturelles qu'on a sur le secteur des céréales, qui a un rôle structurant pour le fluvial, c'est un tiers des flux. Donc les opérateurs de vrac aujourd'hui sont structurés de manière encore très artisanale, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire une force commerciale assez peu développée, voire quasi inexistante, et donc une difficulté à s'insérer dans les schémas logistiques qui sont exigés par les chargeurs aujourd'hui, avec une nécessité d'avoir un tracking de marchandises en permanence, d'avoir des interlocuteurs en face de vous pouvez être certain qu'ils sont fiables. On n'a qu'un secteur dans le fluvial où on a eu vraiment
déjà cet effort de structuration qui est un peu plus abouti, c'est le secteur des conteneurs, où là on a des acteurs quand même plus industriels et structurés, mais avec un problème récurrent simplement de marge et d'équilibre économique de l'exploitation qui est lié aux difficultés générales en ce moment du secteur des conteneurs, mais aussi évidemment à toute cette question de la compétitivité du passage portuaire et ce qui peut rester aujourd'hui comme marge pour l'opérateur fluvial. Donc la compétitivité du passage portuaire pour les conteneurs fluviaux est quand même quelque chose sur lequel il est nécessaire qu'il y ait encore beaucoup de travail. On sent qu'il y a une marge de progression à laquelle vous appelez activement. On a parlé du ferroviaire, on a parlé du fluvial, on va parler de là tout de suite, juste si vous avez des questions, si vous voulez un petit peu d'interaction, n'hésitez pas, c'est des tables rondes bien rangées. Nous allons tout de suite donner la parole, mais je voulais que vous prépariez si un ou deux d'entre vous avaient une question à poser. Je me tourne vers vous, Jean-Michel Genestier, le temps que les autres réfléchissent. Vous êtes directeur général adjoint et secrétaire général de SNCF Logistique. Est-ce que vous avez une réaction à tout ce que vous avez entendu déjà? Une réaction, vous voulez que je fasse une conclusion? Je peux en avoir plusieurs. Je pense que, alors déjà SNCF Logistics, bon, il y a un préfixe qui est SNCF, et tout de suite, effectivement, les balles commencent à fuser. Mais il ne faut pas qu'on s'emballe parce qu'en fait... Et partout, pas venant de vous, mais peut-être d'un peu partout. Et Logistics, c'est le rassemblement des activités de transport de marchandises, quel que soit le mode, routier, par Géodis, mais pas que, transport ferroviaire de marchandises par Fret SNCF et d'autres acteurs, comme VFLI, Navision Cargo ou d'autres, et puis c'est de la logistique. Et au-delà même de cela, c'est de la commission de transport. Et c'est là qu'on peut être, quelquefois, modestement, je me retourne vers Madame Cabot, comme des apporteurs d'affaires. Évidemment pour nous-mêmes, mais pour les ports français. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que la lisibilité et la visibilité des ports français, lorsqu'on va en Asie, lorsqu'on va dans des grandes places portuaires mondiales, n'est pas la meilleure qu'il soit. Non pas parce que les directeurs de port ne font pas leur job, mais tout simplement parce que la France elle-même n'a pas cette image de porte d'entrée de l'Europe sur ces territoires pertinents que sont les zones à la fois de production et les zones de consommation. Ça, c'est en tout cas notre avis. Et nous le voyons chaque jour avec nos commissionnaires de transport, où très clairement, on s'aperçoit que Dunkerque, Le Havre, même Marseille, bien sûr La Rochelle et d'autres, en tout cas les 7 grands ports maritimes, n'ont pas cette lisibilité ou visibilité. Nous, ce que nous pouvons faire, et c'est ce que nous tentons de faire modestement, c'est lorsqu'il y a des workshops en Asie ou ailleurs, c'est de pouvoir mettre dans nos valises certains directeurs de port, ils sont là pour certains à pouvoir en témoigner, et leur dire voilà, on va vous faire rencontrer certains de nos clients qui pourront peut-être passer par chez vous. Mais ils ne pourront passer par chez vous que si vous êtes dynamique, si la diplomatie commerciale, comme ça a été indiqué tout à l'heure, existe, et elle existe sur chacun des 7 grands ports maritimes français. Je pense qu'il faut que tout le monde soit rassuré là-dessus. Alors pourquoi vous êtes frileux alors? Alors pourquoi on est frileux? Parce qu'il faut des infrastructures, et un port c'est un site de transit. Et derrière le port, il faut des tuyaux. Que ces tuyaux sont existants sur Anvers, existants sur Rotterdam, existants sur les grands ports maritimes ou terrestres allemands. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une stratégie nationale. On ne va pas faire un retour en arrière sur la stratégie française, elle n'est pas à critiquer, mais il y a eu une véritable stratégie nationale allemande pour faire qu'il y ait un développement industriel et un développement portuaire. Nous n'avons pas eu cette chance en France d'avoir des politiques qui ont suivi cet axe-là. Aujourd'hui, on est dans une position de rattrapage. Et bien, il faut constituer ces tuyaux. On pense au Havre, où au Havre, on est à 5% de transport ferroviaire de marchandises. Nous sommes coupables, mais Serqueux-Gisors est un élément important de contournement de l'agglomération de Mantes, de Rouen, pour attirer le transport ferroviaire vers la Grande Ceinture et faire que la zone d'interland naturel, d'arrière-pays naturel du Havre, soit desservie, en l'occurrence la région parisienne, mais pas que. Si on pense à Marseille, évidemment, nous en avons parlé avec Madame Cabot. Pourquoi aucun train ne peut aller en Suisse aujourd'hui? Très simplement, c'est parce qu'il y a un problème de dynamique, non pas chez vous, et je pense pas chez nous non plus,
mais parce qu'il faut arriver à faire se connecter le système suisse et le système français. Bon, alors, si aucun de vous deux Voilà, est responsable... on est sur un sujet. Il n'est pas normal aujourd'hui que la Suisse ait un port naturel qui soit Anvers ou Rotterdam. Bon, voilà, et on est dans le même bateau avec Madame Cabot, si je peux me permettre cette image. Donc, on essaye de faire des choses, et ayons aussi à l'esprit un élément, c'est qu'aucune entreprise ferroviaire de transport ferroviaire de marchandises, aujourd'hui, n'équilibre ses comptes, hormis VFLI, qui est une petite société de notre groupe, qui fait 140 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un résultat net positif de 2 millions à 2,5 millions. Aucune entreprise en Europe. Et donc, évidemment, ça génère des frilosités. Et comme l'a indiqué Madame Cabot, lorsqu'on veut faire du Marseille-Rotterdam, il faut mettre de l'argent sur la table. Il faut que le port mette de l'argent sur la table. Il faut que l'entreprise mette de l'argent sur la table, parce que c'est forcément déficitaire, au moins la première année. Et donc cette frilosité, elle vient de là, et elle vient aussi de la capacité des infrastructures à pouvoir avoir des éléments qui soient d'une fiabilité extrême. Lorsqu'on fait des comparaisons, et vous le savez bien, entre la route où nous sommes aussi routiers, lorsque sur 1000 km, on a une fiabilité de 98,5% au quart d'heure près, très clairement, aucune entreprise ferroviaire ne pourra donner cette fiabilité. Mais les entreprises ferroviaires, qu'elles soient celles qui ont été citées par le port de La Rochelle, puisque c'est ECR, nos concurrents allemands, puisque c'est aussi Europort, nos concurrents français, eh bien, ces entreprises, comme les nôtres, ont des capacités d'emport. C'est la capacité à emporter des volumes de marchandises, des poids importants, qui fait que le transport ferroviaire de marchandises est toujours compétitif. C'est à nous de le faire. On le fait pour ArcelorMittal, on le fait pour les agriculteurs, on le fait de moins en moins d'ailleurs cette année, puisque vous le savez, la récolte céréalière a été calamiteuse. On est passé en France de 40 millions de tonnes de production à moins de 28 millions de tonnes. Bon, eh bien on essaye de suivre le marché. Mais lorsque on voit que, et là peut-être que probablement la SNCF sur une autre partie a sa responsabilité, il faut commander des sillons, cette capacité à pouvoir aller sur les voies 18 mois minimum à l'avance, évidemment, c'est une vraie difficulté. On peut avoir des sillons de dernière minute, mais qui ne sont pas de la même fiabilité, et c'est le travail que nous essayons de faire, nous, en tant qu'entreprise ferroviaire, avec nos collègues, et ce que font les autres entreprises ferroviaires. Donc, à l'image de tout ce qu'on dit globalement, depuis le début, il y a beaucoup de difficultés. L'État a pris en compte le sujet. Il y a des conférences, la 5e conférence sur le fret ferroviaire, qui date de vendredi dernier. Quels que soient les gouvernements de gauche ou de droite, le sujet a été pris en main. La difficulté, elle est claire. J'en parlais encore avec mon voisin de droite, monsieur le sénateur. Il faut mettre beaucoup d'argent pour que cette fiabilité intervienne sur le territoire. Mais il faut aussi que nous arrivions à avoir une vraie stratégie française, une vraie stratégie de redéveloppement. Nous n'avons quasiment plus d'industrie. Nous avons quelques industries encore. Si nous voulons les faire revenir, peut-être modestement dans un premier temps et de façon croissante ensuite, c'est par les ports, et ça a été dit tout à l'heure, c'est par les ports que nous y arriverons, par la compétitivité qui existe aujourd'hui dans chacun des ports et leur complémentarité. Là, c'est un sujet très, très complexe, mais il est toujours difficile pour nous de voir que certains ports français se cannibalisent sur certains secteurs de transport de marchandises. Il faut qu'il y ait une complémentarité. Maintenant, on n'a pas la solution, ça viendra peut-être d'en haut, mais on pourra peut-être nous les pousser et les porter pour faire que la compétitivité des ports français eh bien, intervienne face à celle des ports de la zone hanséatique et probablement aussi d'autres ports de la Méditerranée. Donc notre volonté à nous, c'est de participer à redonner de la compétitivité ou faciliter la remontée de la compétitivité des ports français. Avec ces risques partagés. Merci beaucoup Jean-Michel Genesti. Est-ce qu'il y a une question, parce que ma réalité à moi, si je peux parler 2 secondes, c'est qu'on a encore une autre table ronde derrière, que vous avez envie de déjeuner, mais qu'en même temps, je sais que ce serait important qu'on puisse échanger. Donc rapidement, est-ce que quelqu'un a envie de réagir sur tout ce qui vient d'être dit sur cette question de massification? Eh bien, dans ce cas, je vous remercie infiniment en souhaitant vous partenir